Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque je suis là pour vous partager mes favoris de 2025. En vrai, on va dire, les favoris, il n'y en a pas des masses. Ça, c'est des films, ça, c'est des séries, ça, c'est les mentions spéciales séries. Donc en vrai, j'ai plus de séries que de films. C'est-à-dire que 2025, j'ai quand même eu beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort. Autant les années précédentes, niveau série, ça allait, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort, à découvrir de nouvelles séries. Mais je l'ai fait, j'ai eu pas mal de très très bonnes découvertes. Et niveau film, j'en ai quand même vu 94. Ce qui coûtait ma foi plutôt pas mal. Je m'étais fixé 100 films, donc en vrai j'étais plutôt pas loin. Là je me suis aussi fixé 100 films à regarder cette année, ce qui est plutôt faisable. Si j'arrivais à regarder la moitié déjà, ce serait pas mal. Mais écoutez, en vrai j'ai eu beaucoup de découvertes, beaucoup de coups de cœur et je me suis dit autant tous vous les partager. J'ai une mention spéciale pour deux séries. Donc la vidéo elle va être en deux parties. La première je vais vous parler des séries parce qu'il y en a moins à présenter. Et la deuxième on passera aux films. Et les films c'est là où il y en a le plus. Et il y a mes deux, trois, allez, mes trois top chouchous films de 2025. Sachez juste par contre qu'il n'y a pas forcément de top numéro un en matière de série. Film ça c'est une autre histoire. La première série que j'ai vraiment adorée en 2025, c'est la série The Pitt, qui est disponible sur HBO Max. La saison 2 a débuté cette semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Normalement, ce sera la semaine prochaine pour vous. Enfin, ce sera la semaine d'avant pour vous quand vous regardez cette vidéo. Et j'ai adoré. J'ai adoré la série disponible sur HBO Max. Il y a Noah Wild. C'est une série drame médical. Je suis très peu, même pas du tout, enfin, ouais, je vais dire très peu de drame médical parce que je regarde quand même Grey's Anatomy. Mais j'avais essayé Chicago Med, je me suis arrêtée après saison 2 parce que j'ai pas trouvé ça plus ouf. J'avais commencé Good Doctor, que j'ai arrêté au milieu de la saison 1. J'avais regardé Good Sam, qui était nul après une saison. Et j'avais regardé Saving Hope, qui était vraiment pas mal, mais il y a une petite dose de surnaturel avec des fantômes, donc en vrai, ça allait. Et c'est vrai que je suis pas très drame médical à part Grey's Anatomy. Mais là où il y a une différence quand même entre Grey's Anatomy et The Pitt, que j'ai adoré, c'est le réalisme. Genre le réalisme. Genre vraiment, cette série, chaque saison de The Pitt comporte 15 épisodes. Et à chaque saison, il y a un événement qui se passe sur plusieurs épisodes. J'ai vraiment adoré, ça se passe sur une seule et même journée où on suit en gros les urgences d'un hôpital de Pittsburgh. Et voilà, on suit les médecins, les internes, les patients, parce que les patients sont sur plusieurs épisodes, vu que ça se passe dans une même journée. Et on suit un peu tout ce qui va se passer. Et sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré, vraiment du début à la fin. J'ai vu le premier épisode, je me suis dit, ouais ok. Ensuite j'ai vu le deuxième épisode, je me suis fait, ouais. En gros, chaque fin d'épisode s'arrête sur un petit cliffhanger où t'es là, tu fais, mais je veux la suite. Et donc t'attends la semaine d'après. Là par exemple, la saison 2, elle a débuté cette semaine. Et la saison 2 se termine le 17 avril. C'est un épisode par semaine, donc il y a 15 épisodes. Donc je vous laisse faire le compte. Mais voilà, la saison 2 se termine le 15 avril, enfin le 17 avril, et elle a été renouvelée pour une saison 3 qui arrivera en janvier 2027. Donc sachez que j'ai très hâte quand même. Ça va être long, mais j'ai hâte. Mais j'ai vraiment adoré. Si vous n'êtes pas très drame médical, je vous conseille quand même de regarder celle-ci parce que la différence entre Grey's Anatomy et celle-ci, c'est que comme j'ai dit, c'est très réaliste et on n'a vraiment pas de romance, on n'a vraiment pas de romance entre docteur et interne. On n'a pas genre une petite opération qui se fait en 15 minutes d'épisode et après c'est fini, on passe à autre chose. Non, là on a vraiment on a vraiment du réalisme vrai qui a remporté quand même des Emmy et surtout qui a été très hypé et dont les urgentistes et médecins des hôpitaux aux États-Unis ont remercié Noah Wild et tout le cast et la série The Pitt d'avoir montré le quotidien de tous les jours et montré à quel point c'était vraiment réel. Et ils ont parfois des médecins qui venaient pour leur expliquer certaines choses, certaines procédures, comment c'était fait pendant le tournage. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est une série qui, je pense, vaut le coup d'être regardée. Si vous avez HBO Max, franchement, foncez si vous ne l'avez pas encore vu. Regardez-la. Trouvez un site de streaming, je m'en fiche quoi que ce soit, mais regardez cette série. Je reste sur HBO Max parce que la plupart des séries qu'il y a sur HBO Max, j'ai mis la saison 2 de The Peacemaker. Vous allez apprendre avec moi que je suis une énorme fan de DC Comics. J'aime Marvel, mais DC Comics, c'est ma vie. DC Comics, c'est Teen Titans, que j'ai découvert avec Teen Titans, Batman de 2003 et Smallville. Ça a été vraiment, ces trois trucs, ça a été mon éducation à DC, et après j'ai suivi derrière. Mais j'ai vraiment, la saison de Peacemaker, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2, je connaissais déjà les personnages, je connaissais l'univers, et il y avait tellement plus autour du multiverse qui était dedans, qui fait que j'ai adoré. Et en plus, James Gunn avait annoncé qu'à partir de 2025,
toutes les films et les séries en fait se suivent. Donc en gros, il faut que tu regardes le film et après que tu regardes la série qui suit après, même si c'est d'autres personnages, parce que d'une certaine façon ça se suit et ça a après un lien. Par exemple, Superman est sorti l'année dernière et Peacemaker, la saison 2, a eu un lien direct avec Superman. Et la fin de Peacemaker a un lien direct avec Man of Tomorrow qui sort l'année prochaine, donc en 2027, parce que Vigilante de Peacemaker va jouer dans Man of Tomorrow. Et je pense que le cliffhanger qu'il y a eu à la fin de la saison 2 de Peacemaker a un énorme lien en rapport avec justement Superman, et parce que je vous dis, parce que Nicolas Hoult a fait une apparition dedans. Voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré du début à la fin. Je trouve que l'acting était bien meilleur. J'adore John Cena, je trouve que c'est un très bon acteur sous-côté, et je trouve que le rôle de Peacemaker lui va très bien. Je suis un peu déçue que la série s'arrête, genre il n'y a pas de saison 3, la série est terminée, mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus, et j'ai vraiment beaucoup aimé tout retournement de situation, petit plot twist qu'il y avait derrière, vraiment le lien justement avec Superman qu'il y a, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sors un peu d'HBO Max et je passe avec une série historique que j'ai découverte l'année dernière, que je n'ai pas terminée parce qu'il me reste 2 épisodes, mais j'ai quand même découverte. C'est The Forsyth. Alors je sais pas vous dire si c'est une mini-série ou une saison 1, donc je vais dire saison 1 quand même. C'est une série que j'ai découverte parce qu'il y avait 4-5 acteurs que je connaissais dedans. Il y a l'acteur qui jouait Bill de True Blood qui joue dedans. On a Danny Griffin qui est connu pour son rôle de Sky dans la série Fate The Wing Saga sur Netflix qui joue dedans. On a l'acteur qui a joué Connor, donc Superboy dans la série Titans. On a Millie Gibson qui a joué le rôle de Ruby dans la dernière version de Doctor Who sur Disney+. Et on a Eleanor qui est connue pour son rôle, pour avoir joué dans pas mal de films et de séries, mais surtout Paul Dark qui joue dedans. Voilà, c'est sur Netflix que j'adore. Et The Forsyth, c'était vraiment justement par rapport à ces acteurs que j'ai regardé et qu'est-ce que j'ai aimé. Franchement, j'ai pas terminé, hein, je vous l'ai dit, mais qu'est-ce que j'aime cette série. C'est vraiment Regency Era qui est mon era préférée, donc l'era des Bridgerton. Et ensuite, c'est une série historique posée. Vous voyez, Downton Abbey, c'est une série historique posée où il se passe pas grand chose de fou, mais tu peux pas décrocher, tu regardes quand même. Et ben Forsyth, c'est exactement pareil, puisqu'on suit une famille, donc la famille Forsyth, et on suit un peu leur vie de tous les jours, les mariages arrangés, le fait de léguer l'industrie à soit le fils, soit le neveu. On a vraiment le retour Eleanor qui joue un personnage assez particulier dans la vie du personnage de Danny. Et tout, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai appris que c'était une adaptation. Déjà, c'est une des nombreuses adaptations d'une saga de livres. Et donc, c'est pour ça que j'espère que c'est renouvelé pour une saison 2 ou qu'il y aura une suite. Parce que ça a l'air vraiment génial. Et j'ai lu un peu les résumés des livres et ça a l'air vraiment fou. Alors, je dirais pas les livres parce que c'est extrêmement vieux. Mais voilà, si vous cherchez une série historique assez posée, assez sous-cotée, je pense que The Forsyth c'est fait pour vous. Je retourne avec HBO Max, avec la série la plus récente que j'ai regardée, que j'ai adorée. Tout simplement, qui arrive d'ailleurs le 2 février sur HBO Max France. Moi, croyez-moi, j'ai dû utiliser un VPN parce qu'il était hors de question que j'attende le 2 février. Eated Ravelry. Eated Ravelry, qui est l'adaptation d'une saga de livres de Rachel Reed. Donc, Eated Ravelry, c'est basé sur le tome 2, parce que Shane et Ilya en étaient obligés. En gros, c'est une série LGBT de hockey où on suit Shane Hollander et Ilya Rozanov qui font tous les deux partie d'une équipe de hockey en compétition. Et en gros, ce qui va devenir un coup d'asseoir plusieurs fois entre les deux, ça se passe sur plusieurs années où ils ont des coups d'un soir à chaque fois qu'ils se retrouvent à jouer l'un contre l'autre, va se transformer en relation amoureuse. Mais c'est assez particulier parce que c'est le monde du hockey. Personne n'a fait son coming out dans le monde du hockey. Parce que Ilya est russe, donc tout simplement déjà être gay et en Russie c'est déjà un péché. Et j'aime beaucoup parce que le personnage de Shane, Rachel Reed a dit son personnage est autistique, donc je trouve ça très bien de la représentation autistique dans le monde du hockey LGBT, je trouve ça vraiment génial. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré. Laissez-moi vous dire qu'il y a des scènes de cul, voilà, très clairement dignes d'un film pour adultes. Et laissez-moi vous dire que pour ça dure quand même 10 minutes. Voilà, la première scène quand c'est arrivé, ça a duré 10 minutes. J'étais là, j'ai fait, mais mon dieu, fait qu'il n'y ait pas ma mère qui passe derrière, ou mon dieu, fait que je regarde, qu'il n'y ait pas personne derrière moi, ou dans le bus, ou dans le transport qui regarde ce que je suis en train de regarder. Mais franchement, j'ai adoré. Je pensais pas que la série allait prendre une telle ampleur, c'était tourné pour une saison 2 et une saison 3. Et franchement, j'ai adoré du début à la fin. La série a été tournée en 35 jours pour seulement 8 épisodes, ce qui est très peu, avec très peu de moyens, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas attendu, j'ai utilisé un VPN pour regarder sur HBO Max US, mais la série, franchement, foncez, allez la regarder, je pense que vous allez surkiffer. J'ai adoré, j'ai même plus préféré au livre. J'ai lu le livre pour me préparer pour la série. J'ai pas aimé les livres, j'ai mis 3,5,
parce que les scènes de Hux y allaient, mais genre vraiment très très fort. Le smut, j'ai aucun souci à assumer, il y avait que ça à chaque chapitre, donc j'ai perdu un peu le sens de l'histoire. Mais je trouve que quand même la série a très bien retranscrit les moments très importants à l'histoire en mettant des scènes de cul, ok, mais pas autant que ça. Mais c'était quand même très consistante. Et on sent qu'il y a une vraie alchimie et une vraie entente entre les acteurs qui fait que les scènes passaient très bien et que les personnages allaient très bien ensemble. Mais j'ai adoré. Petite mention spéciale à deux séries que j'ai aimées mais qui font pas partie de mes favoris. Toujours instant sur HBO Max, il y a la série It Welcome to Derry, donc ça, bienvenue à Derry. La première saison, qui est donc la série préquelle sur les films Ça et Ça chapitre 2, qui est sortie en 2016, 2017, j'ai envie de dire, qui avait vraiment fait un carton et parce que Bill Skarsgård. Et là où les films, c'est genre Cotton Candy, Rainbow et tout ce que vous voulez niveau horreur, la série est tellement plus centrée horreur, genre beaucoup plus horrifique et gore que les films. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé, ça fait pas partie de mes favoris, mais j'ai vraiment adoré. Bill Skarsgård a donné un Oscar, un Emmy, tout ce que vous voulez, un BAFTA à cet homme. J'ai genre vraiment adoré. Genre Bill Skarsgård, son acting, je le trouve complètement fou. Déjà, c'est un acteur que j'adore depuis Hemlock Grove. Je trouve les frères Skarsgård, Alexander, Gustav et Bill, genre vraiment incroyable. Mais je trouve que dans la série, c'est vraiment, vraiment génial. C'est la série préquelle, vous savez que Pennywise revient tous les 25 ou 30 ans, je crois, je me rappelle plus trop. Et en gros, la série se passe 25 et 30 ans avant les films. Et donc là, on suit des parents, des personnages enfants des films ça dedans, certains. Et donc la saison 2 va se passer 25-30 ans avant la saison 1 et ainsi de suite en fait. Et donc jusqu'à qu'on passe aux origines. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la deuxième mention spéciale, c'est Stranger Things. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est vraiment la série dont tout le monde parle et j'en peux plus, faut passer à autre chose, la série finie. La saison 5 de Stranger Things sur Netflix. J'ai beaucoup aimé, je comprends pourquoi les gens ont moins aimé la deuxième partie. Mais voilà, tout ce qui était. Je pense que certaines choses, les gens, on s'y attendait. Voilà. Jamais j'ai pas eu mon Will et Mike. J'étais un peu comme tout le monde, mais je comprends pourquoi. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'est fini, les gens, faut passer à autre chose. Voilà. C'est fini, c'est passé à autre chose. C'est l'une des plus grosses productions de série de Netflix. Voilà, ça s'est terminé au bout de 10 ans. Est-ce qu'ils vont retrouver une autre série comme ça? Je ne pense pas. Mais voilà, pour ma part, j'ai quand même beaucoup aimé, mais ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur. Je passe maintenant au film parce qu'il y en a pas mal. Et je réserve mes 3 petits chouchous pour la fin parce que je suis impossible de vous en parler en premier parce que sinon j'en parlerai pendant des heures. Il y a pas mal de vieux films que j'ai regardés et il y a peut-être, j'ai vu 2 films au cinéma. J'ai vu 2 films au cinéma, d'autres c'est pas mal sur les sites de streaming. D'ailleurs, il y en a un dont je vais vous parler qui est vraiment, je pense, en vrai, je crois mon numéro 1. Je retourne le voir au ciné la semaine prochaine, sachant qu'il est sorti l'année dernière, mais il le ressort parce que c'est obligatoire. L'un des premiers films dont je vais vous parler, c'est Saint-Trignon, qui est un film des années début 2010, qui est un classique de teen movie anglais, que je n'avais jamais eu l'occasion de regarder, et que j'ai surkiffé. Je suis le genre de personne à me dire, mais pourquoi est-ce que j'attends aussi longtemps pour regarder des films comme ça? Voilà. En général, il faut savoir un truc sur moi, j'aime les films que les gens n'aiment pas. J'aime les livres que les gens n'aiment pas. J'aime les séries que les gens n'aiment pas. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Voilà. J'avais mis ce film, je crois, 4 étoiles. J'avais beaucoup aimé. Genre vraiment, c'est un pur teen classique, teen movie classique anglais avec Colin Firth. Déjà, tu sais que ça va être vraiment génial. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a l'humour anglais. Ça a le côté très poche que j'aime des séries anglais. Et franchement, j'ai genre beaucoup, je sais pas, j'ai apprécié. C'est pas non plus le film le plus ouf niveau film pour ados, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le prochain, c'est The Craft. En français, c'est Dangereuse Alliance. Je crois qu'il est disponible sur Netflix ou ça se trouve pas du tout. En tout cas, le deuxième est disponible sur Netflix. J'ai adoré, j'ai mis 4 ou 4,5. Et franchement, j'avais surkiffé. Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? Je ne sais pas. Ce film date de 96, donc il a mon âge. Et il est sorti la même année que Scream. Voilà. Naomi Campbell joue dedans. Qui joue Sydney donc, dans Scream. On a Sketch Ulrich qui joue Billy Loomis, aussi de Scream, qui joue dedans. Et on a une actrice de... l'actrice de Mentaliste qui joue dedans aussi. Et après, voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié le film, j'ai adoré. On suit une jeune adolescente qui emménage avec son père et sa belle-mère dans un nouvel endroit. Et elle va se lier d'amitié avec 3 filles. 3 filles qui font de la sorcellerie et il en manquait une 4e pour avoir de vrais pouvoirs et donc elle va les rejoindre et disons que ça va prendre un tournant assez, je vais pas dire horrifique mais assez surnaturel et pas forcément très bien, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup adoré déjà le style de costume,
le style vestimentaire, les musiques, l'ambiance, j'ai vraiment adoré. C'est un film que je re-regarderai pour la période automnale et c'est un film que je recommanderais à beaucoup de personnes parce que j'ai vraiment adoré. Niveau film d'animation, il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier, c'est Coco. Je ne l'avais jamais vu avant l'année dernière et je comprends la hype. J'ai pleuré. Laissez-moi vous dire, j'ai pleuré. Pas forcément que à la fin. J'ai pleuré plus d'une fois parce que j'ai trouvé l'histoire extrêmement touchante. J'ai trouvé le dessin animé magnifique, les musiques juste vraiment incroyables. Alors, je m'étais un peu fait spoiler sur l'histoire, le pourquoi du comment, mais le découvrir, j'ai trouvé ça vraiment fou. Et évidemment, oui, j'ai pleuré à la fin et je ne comprends pas pourquoi Disney va en faire un deuxième. Genre, laisser Coco là où il est. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de suite. Il y a des films, franchement, d'animation, on n'a pas besoin de suite. Des fois, il faut arrêter. Mais il sait faire que ça, voilà, très clairement, il sait faire que ça. Mais j'ai adoré Coco. Pourquoi, pareil, pourquoi est-ce que j'ai mis aussi longtemps à le regarder, je ne sais pas. Mais c'est pas. Alors, j'ai adoré, mais ne me demandez pas de le regarder. Hein. Je l'ai vu, j'ai pleuré, et je sais qu'à chaque fois que je regarderai, je repleurais sûrement. Donc, ne me demandez pas de le regarder. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En restant sur le film d'animation, j'ai regardé Le Robot Sauvage, qui moi je l'ai vu sur Disney+, mais là il a été mis sur Netflix, donc je sais pas sur quelle plateforme il est. Dans tous les cas, je vous mets toujours un petit i, enfin, je vous mets toujours le symbole de la plateforme où est-ce que vous pouvez retrouver les films et les séries dont je vous parle à chaque fois. Et pareil, je l'ai trouvé l'histoire très très belle, j'ai trouvé le dessin animé magnifique, l'histoire était très touchante, les personnages étaient vraiment géniaux. Pedro Pascal en renard, j'ai envie de vous dire oui, hein, très clairement. Et c'est DreamWorks. J'aime beaucoup ce que fait DreamWorks, voilà, très clairement. À part, je crois que Edo c'est Disney DreamWorks, je suis pas très sûre. Mais j'aime beaucoup, je vais pas dire que j'aime plus Disney que DreamWorks, mais je trouve que DreamWorks a plus d'imagination et d'originalité que Disney ces dernières années. Voilà, je l'ai dit. Et pareil, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de regarder Le Robot Sauvage, mais j'ai adoré, j'ai pleuré. Je crois que j'ai plus pleuré que Coco, et je l'ai trouvé magnifique, voilà. Et eux, ils ne vont pas faire une suite, parce que c'est basé sur un roman, mais j'ai trouvé très beau, magnifique. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, foncez. Juste préparez les mouchoirs, parce que l'histoire est très très belle, et voilà, j'ai adoré. Je suis allée voir au cinéma. Dragon, qui est donc l'adaptation du film d'animation Dragon, DreamWorks. Et expliquez-moi comment est-ce que DreamWorks a réussi en un seul film live action, là où Disney a échoué en plusieurs films live action. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire tout simplement parce que la personne qui a produit le film d'animation Dragon, c'est le même qui réalise le film live action Dragon. J'ai adoré. Franchement, Dragon, c'est l'une des trilogies de films préférées de ma sœur. Et elle les a vus en français. Moi, j'ai vu en français aussi, mais j'ai vu en anglais. Et juste avant d'aller le voir au cinéma, on a vu le soir même, avant, le film en anglais d'animation en anglais pour préparer, parce qu'on regarde les films en anglais. Et c'est du copier-coller. Les dialogues sont presque les mêmes. Gérard Butler qui reprend son rôle du père de Harold, j'ai envie de dire oui. Mais Sometime, je l'ai trouvé incroyable. Déjà dans The Black Phone, je l'avais trouvé vraiment génial, mais j'ai trouvé incroyable. La CGI, je la trouve épique. Les dragons, genre Croque-Mou, tout ça, je les trouve vraiment extrêmement bien faits. Je trouve que le casting était vraiment parfait. Le fait qu'il y ait le deuxième qui sort cette année, j'ai envie de vous dire oui. Franchement, oui. Là où DreamWorks a réussi, c'est de reprendre vraiment les choses, de prendre un casting, de prendre des acteurs pas forcément connus et d'avoir la même personne qui était derrière les films d'animation réaliser un très bon film. J'ai vraiment adoré. Genre vraiment, coup de cœur. Je crois que j'ai mis 4 ou 4,5, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dernier film que j'ai vu en 2025, après on passe aux 3 films que j'ai adoré, c'est pour ça que je retarde un peu, c'est Wake Up, Dead Man, A Knife at Its Mystery. Donc un couteau tiré. Voilà, c'est le 3e à couteau tiré sur Netflix. J'ai adoré. Alors j'adore la trilogie, hein, mais celui-ci, je l'ai surkiffé de malade. Déjà, Josh O'Connor. Voilà. Déjà, le casting est toujours fou, hein, très clairement. Mila Kunis, Jeremy Renner, tout ça. Mais Josh O'Connor, excusez-moi, je suis désolée, mais je veux voir Daniel Craig et Josh O'Connor ensemble, je les ai trouvés fous. Genre, j'avais vraiment envie que le personnage de Josh, genre, quitte genre la ville là où il est et qui part faire les enquêtes avec Benoît Leblanc. Je suis désolée, mais les deux ensemble c'était digne de Scooby-Doo. J'ai trouvé leur alchimie géniale. C'était Holmes et Watson, mais dans un couteau tiré. J'ai vraiment adoré. Début à la fin, franchement, retournement de situation épique. J'ai adoré le premier, le deuxième j'ai trouvé bien mais sans plus, mais le troisième j'ai surkiffé. Franchement, je pourrais voir 36 000 films comme ça.
Genre vraiment, je pouvais voir 36 000 enquêtes de Benoît Leblanc, voilà. Parce que je trouve que déjà, le fait qu'on ait plein d'acteurs différents, qu'on stack pas sur la même histoire, je pourrais passer des heures à regarder, genre, vraiment. On passe maintenant à mes 3 films chouchous de l'année 2025. 3 films. Alors, c'est mon top 3. Voilà, je sais que j'ai dit que je faisais pas de top particulier, mais c'est mon top 3. Genre, vraiment. Et pas parce que c'est le top 3, ça veut pas forcément dire qu'il est moins bien que les autres, c'est juste que c'est mon top 3. En numéro 3, Frankenstein de Guillermo del Toro sur Netflix. Donnez à Jacob Elordi un Oscar. S'il vous plaît, Jacob Elordi mérite un Oscar. Il a remporté des prix d'ailleurs, je crois, au SAG-AFTRA. Ou en tout cas, il y avait des prix récemment. Il a remporté un prix pour son rôle. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas eu au cinéma? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que Guillermo del Toro avait peur que le film ne fonctionne pas? Mais je veux dire, Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, je suis désolée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, on l'a vu avec ma soeur et j'ai adoré. Je me suis acheté un mini vidéoprojecteur et qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir avant pour le regarder, parce que franchement le film était vraiment épique, je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé beau. Les 2 heures, franchement, c'est comme Batman de Matt Reeves, on les voit pas passer. Moi je les ai pas vus passer, et le fait que ce soit coupé en plusieurs segments, j'ai trouvé l'histoire vraiment incroyable. Jacob Elordi, j'ai trouvé son acting vraiment génial. Alors je dis pas que Andrew Garfield n'aurait pas fait un bon Frankenstein, mais Jacob, déjà, il a la carrure qu'il faut. Cet homme est immense, il fait plus de 2 mètres. Cet homme est immense. Et je trouve que ça l'enlève de son rôle dans Euphoria. Voilà, parce que je sais que Nate, dans Euphoria, c'est toute une histoire. Et les gens ont beaucoup préjugé sur Jacob Elordi. Mais après Saltburn, que j'ai surkiffé, et le voir justement dans Frankenstein, je l'ai trouvé vraiment génial. Oscar Isaac, c'est pareil. Victor, je l'ai trouvé, dans le rôle de Victor, je l'ai trouvé vraiment super. Enfin, je l'ai trouvé incroyable la façon dont il était, l'acting fou. Et Mia Goth, c'est une actrice que j'apprends à beaucoup apprécier. Voilà, c'est une actrice que j'apprends à beaucoup apprécier. J'ai hâte de voir ses autres films. Qu'elle compte faire, je pense à Werewolf, d'ailleurs, avec Aaron Taylor Johnson, il me semble. Même réalisateur que Nosferatu, que j'ai toujours pas vu. Mais c'est une actrice que j'apprends à beaucoup aimer. Et sa relation, son alchimie avec Jacob, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Mais voilà, très très beau film. En numéro 2, on a Superman, bien évidemment. Je vous ai parlé de Superman avec Peacemaker. Superman, oh là là. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé en France. Les gens, ils se sont dit non, pour moi, Superman, c'est Henry Cavill, non. Alors, j'admets que je fais partie, avec ma soeur, on fait partie de ces gens qui a des préjugés sur James Gunn, qui est devenu le nouveau patron de DC. Parce que dès le moment où il a dit tout ce que vous avez vu dans le DC Universe est effacé, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'on a sorti le film Flash, comme ça, tout est effacé. Donc on avait évidemment extrêmement peur parce que ça veut dire nouveaux acteurs, tout ça. Mais on sent que James Gunn c'est un grand fan de DC. Voilà. Superman, j'ai adoré. Franchement, gros coup de cœur. Et le fait que James Gunn dit on connaît des origines de Superman, de Batman, de Wonder Woman, pourquoi faire des films originaux? Exactement. Ce film, il n'y a pas besoin de... Tout le monde connaît Superman, tout le monde a vu Smallville, tout le monde a vu Henry Cavill en Superman, que j'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Mais David Corenswet, c'est Superman et Clark Kent. Là où je trouve que Henry Cavill était plus Superman que Clark Kent, David était beaucoup plus... Enfin, c'était les deux. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'on ait la Justice League, Nathan Fillion en Guy Garner. J'ai vraiment surkiffé le fait qu'on n'ait pas Jon Stewart, mais qu'on va l'avoir là, justement, dans la série Lanterns, que j'ai tellement hâte. J'ai adoré. On sent que c'est un énorme fan, vraiment, de DC. Et gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé visuellement les personnages. Nicolas Hoult en Lex Luthor, je l'ai surkiffé. Le Lex Luthor qu'on avait dans Batman vs Superman et Justice League. Alors Michael, je sais plus son nom de famille. Je dis pas qu'il était mauvais, mais ça a pas fait pour moi. Nicolas Hoult, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait même une part d'humanité dans Lex que j'avais beaucoup aimé. Mais franchement, gros coup de cœur, incroyable. Mon numéro 1, mon film numéro 1 favori de 2025. Je le retourne le voir la semaine prochaine avec ma soeur. Je crois que je retourne le voir la semaine où le film, où cette vidéo sort, donc ce samedi. C'est Sinners. Sinners, ce film-là. My God, pourquoi est-ce que je l'ai pas vu au ciné? Mais en fait, j'ai un regret de pas être voir au ciné parce que de base, je vais au ciné avec ma soeur parce que je peux pas aller au ciné toute seule. Et ma soeur était genre, ouais, non, je vais pas le voir, ça me tente pas. Je sais pas comment j'ai fait pour essayer à la convaincre de le regarder. Mais ce film, faites-en plusieurs. Je veux une origin story sur Amy, je suis désolée. Michael B. Jordan, incroyable, incroyable. C'est un acteur que j'apprends aussi, beaucoup apprécié, mais Jack O'Connell. Oh my God. Jack O'Connell, je suis désolée, mais cet homme a à peine la trentaine.
il a à peine 31 ans. Laissez-moi vous dire pourquoi, je ne sais pas. C'est un acteur en devenir. Et il est jeté pour être casté pour James Bond, donc moi je dis oui. Mais ce film, alors, on l'a vendu comme un film d'horreur, c'est un film de vampire. Il n'y a pas d'horreur, mais c'est un film vampirique, horrifique. Il est considéré comme l'un des meilleurs films de 2025. Il a remporté, il rafle tous les prix toutes les nominations qu'il a dans tous les SAG-AFTRA, les Emmy et tout, il rafle tout, genre vraiment. Donc j'ai l'espoir dans les Oscars qui soient nominés. Juste, j'ai surkiffé du début à la fin. Le film peut paraître long, mais visuellement, le film est magnifique. Michael B. Jordan qui joue les jumeaux, je l'ai trouvé vraiment génial. Tout le système que ça a été fait, j'ai vu tous les behind the scenes, toutes les coulisses, tous les réalisateurs, comment ils parlaient, comment ça a été fait. Jack O'Connell, je l'ai trouvé mais en remake juste incroyable. J'adore le voir jouer des méchants. Le seul fois où j'ai vu jouer un méchant, c'était dans Eden Lake. Et il était très jeune, il avait à peine 17-18 ans dedans, donc c'était pour dire. Mais voilà, je trouve ce film incroyable. Il doit avoir tout un lore normalement qui doit être fait. Franchement, si on a une origin story sur Remake, je ne dis pas non parce que ce personnage est extrêmement complexe. Je comprends pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. Mais je comprends ce qu'il cherche exactement. Puis la musique, la bande-son, incroyable. Elise Enfield aussi, j'ai trouvé incroyable. Franchement, ce film, pépite. Donc voilà, c'était tout ce que mes favoris 2025. La vidéo peut paraître extrêmement longue. Moi, j'en suis à 26 minutes 39, 40, 41 secondes de vidéo. Mais voilà, j'avais juste envie de vous parler de mes favoris 2025 parce que j'étais un peu obligée. Voilà, quand ça c'est fait, j'ai pas mal de vidéos à vous parler. Là, ce mois-ci, il y a Percy Jackson qui va pas tarder à se terminer ce mois-ci. Donc j'ai hâte de vous donner mon avis dessus. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré ces films l'année dernière. Je crois que mon premier coup de cœur film de 2025, enfin 26 pour le moment, c'est People We Meet on Vacation. Voilà, donc j'ai hâte de vous parler de tout le reste. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire quels ont été vos favoris films et séries de 2025. Ciao!